très plaisir. On est très heureux de vous voir. On est très heureux de renouer avec la communauté, avec l'écosystème cyber, après cette période difficile pour tout le monde. Et puis après ce confinement, ce déconfinement. Et avant les assises, qui sera le grand rendez-vous du mois d'octobre, on vous en parlera après l'intervention de M. Pic. En tout cas, merci au nom de toute l'équipe DG. Je le dis en introduction. Sophie et Maria vous le diront en conclusion de cette soirée. Merci beaucoup d'être là ce soir. Ça nous fait vraiment chaud au cœur et je suis très sincère en le disant. Alors, on a l'honneur pour cette première soirée post-confinement, deuxième soirée du cercle de l'année, de recevoir Pascal Pic. Donc, voilà. Je ne me suis pas présentée, je suis Florence Pubarot, directrice des contenus et de la communication chez DG, pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Et puis bon, Pascal Pic, j'ai même pas besoin de le présenter, lui il est archi connu. Vous l'avez peut-être pas mal lu pendant le confinement, souvent entendu dans des conférences. Et puis j'espère que vous avez lu ses livres, il a une bibliographie très, très riche. Alors, avant de... je vais m'asseoir. Pascal Pic, quelques mots sur vous d'abord. Alors, vous êtes paléoanthropologue, maître de conférences au Collège de France. Vos recherches portent sur l'évolution morphologique et sociale de la lignée humaine dans le cadre des théories modernes de l'évolution. Je vous laisserai corriger après si vous voulez. Je suis allée... c'est bon pour l'instant. Ça vient de votre site, alors j'espère que c'est bon. Autrement, il va falloir dire à votre community manager que ça va pas du tout. Après avoir introduit l'éthologie, pour ceux qui ne sauraient pas, je suis allée quand même regarder la bonne définition dans le Petit Robert. C'est la science des comportements des espèces animales dans leur milieu naturel. Dans le champ de l'anthropologie évolutionniste, vous êtes impliqué dans des questions de société en dénonçant les archaïsmes à l'encontre de la diversité et des femmes et pour la défense de la laïcité. Vos réflexions, vos travaux s'intéressent également au processus de l'innovation et du management des groupes autour du concept d'entreprise. Vous êtes l'auteur d'une très riche bibliographie, donc, comme je le disais tout à l'heure. Donc voici les 3 derniers ouvrages, Sapiens face à Sapiens, L'intelligence artificielle et les chimpanzés du futur, une époque formidable. Et je crois que, de toute façon, on en parlera sans doute tout à l'heure. Il y en a un 4e qui va paraître en octobre, et vous nous en direz sans doute un mot. Alors, quand nous avons annoncé que vous seriez notre grand témoin ce soir, certains m'ont demandé quel rapport avec la cybersécurité. Veut-il comparer les RSSI à l'homme de Néandertal? Même si on sait qu'aujourd'hui, que Néandertal n'était pas la brute épaisse que certains ont décrit, on a tous lu Rahan, enfin ceux de ma génération en tout cas, même si ce n'était pas un Néandertalien. Ah pardon, le micro, excusez-moi. Donc je parlais du Néandertal et des RSSI. Et que nous avons tous un peu de Néandertal en nous, on sait grâce à la génétique, on est tous plus ou moins, on a quelques gènes de Néandertal. Alors ça, ceux qui disent ça, mais j'ai eu ces appels-là, on m'a vraiment demandé, mais c'est quoi le rapport avec les soirées du centre? Ça, c'est parce que vous n'avez pas lu vos livres, vos articles scientifiques et vos interviews. Alors surtout ces derniers mois, avec la crise du Covid-19, de la Covid-19, ça, je vous laisserai arbitrer, vous n'avez pas manqué de parler abondamment des virus. C'est un sujet qu'on connaît bien ici, surtout en ce moment. Je crois que certains d'entre vous s'en occupent pas mal. Le 15 février 2020, vous avez même intitulé votre chronique pour Sud-Ouest « Ma pensée d'un virus ». Alors je ne me prive pas de lire un petit bout de cet article. « Si j'étais un virus, je me réjouirais de cet allié prétentieux qu'est l'homme pour assurer ma diffusion. Jamais une espèce n'a été autant la complice de mon succès évolutif, longtemps inconsciente, aujourd'hui consciente. » Alors dans vos articles, l'homme en prend quand même pour son grade. Dans vos articles et dans certains de vos livres, vous l'aimez bien l'humain, mais enfin, il en prend quand même un peu pour son grade ces derniers temps. Vous avez beaucoup d'affection pour le pangolin, mais un peu moins pour l'humain. Et vous n'hésitez pas aussi à souligner son arrogance avec cette phrase que l'on pourrait servir pour une disserte de philo. Homo sapiens se pense trop souvent comme le chef-d'œuvre de l'évolution. Bon, comme je disais, vous dites également que de tout temps, nos sociétés ont été capables de s'adapter, mais qu'en est-il alors du coronavirus? Merci. Voilà, désolé de vous décevoir, c'est la photo, elle n'est pas récente. Sans masque, là, on arrive tout de suite dans la paléontologie. Donc, merci
Merci pour cette présentation. Pardon, pas par la politesse, c'est possible de voir à peu près toute la salle, pardon, et je tiens bien le micro, je fais attention. Oui, c'est vrai, paléo-anthropologue, lorsqu'on est dans des domaines aussi pointus que les vôtres et qui concernent tellement notre actualité et l'avenir de l'économie et les questions de politique, de démocratie, de sécurité, enfin, ça touche à tout l'ensemble de nos sociétés et à l'échelle mondiale. Et ça, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, c'est la première fois qu'une révolution technologique touche l'ensemble de la Terre au même moment. La révolution industrielle, ça fait plus de temps. Ça s'est diffusé. Donc ça, c'est une première chose. Nous sommes confrontés à un processus nouveau auquel, justement, nous ne sommes pas très bien préparés, notamment en Occident, parce que ça traîne encore un petit peu avec cette idée que les pays émergents, expression qu'il faut oublier maintenant rapidement, et on sait très bien combien la Chine aujourd'hui, avec son réseau céleste de cybersécurité et ses avancées technologiques, est même en avance dans certains domaines par rapport aux États-Unis. On n'est plus avec la Chine d'il y a simplement 20 ans, qui était l'atelier du monde. D'ailleurs, c'est très intéressant, en regardant un petit peu la littérature internationale, il est vrai que nos activités, notamment dans les industries, ont été largement freinées, elles le sont encore, avec des conséquences de la Covid-19, on dit là, c'est l'Académie des sciences qui l'a décidé, donc on va dire là. D'ailleurs, mesdames, à chaque fois qu'il y a une vacherie, on veut au féminin. Je ne sais pas si c'est la vraie motivation. Les ouragans, ce sont mais alors, on n'a pas réussi sur les virus pour l'instant. En attendant, ce qui est très clair, c'est qu'à Wuhan, là où effectivement est partie cette pandémie, les usines ont continué à tourner. Parce que déjà en Chine, les usines sont connectées sur les réseaux automatisés, alors notamment dans les nanotechnologies, dans les puces, etc. Et c'est absolument extraordinaire de voir comment la Chine est capable aussi de nous envoyer un virus, mais aussi d'avoir une avance assez incroyable sur les technologies, et notamment sur les modes de production complètement en ligne et contrôlés en ligne, notamment avec différentes formes d'intelligence artificielle. Ça, c'est important parce que nous conservons en Europe cette idée que, bien sûr, nous avons une grande histoire qui est extraordinaire, démocratie, les Lumières, philosophie, technologie, bien évidemment, ça c'est indéniable, mais en l'occurrence, on a, c'est d'où cette réflexion que vous avez rappelée, eu beaucoup trop d'arrogance et on a eu du mal à voir venir ces autres pays qui ont des compétences extraordinaires. Et comme on le verra, surtout dans vos domaines, c'est qu'un virus, qu'il soit informatique ou qu'il soit biologique, peut arriver de n'importe où dans le monde. C'est ça, aujourd'hui, qui est très important et qui est une nouvelle problématique. On n'est plus à l'époque, je suis un baby boomer, ça se voit depuis que j'ai enlevé mon masque, où effectivement, c'était la guerre froide et la menace nucléaire. Bien évidemment, on savait d'où ça pouvait venir, mais c'était parfaitement identifié. Aujourd'hui, on connaît les usines à trolls en Russie, on connaît aussi comment les arnaques peuvent arriver du Sénégal ou d'autres pays, il n'y a pas question de fustiger un pays par rapport à un autre, mais on voit bien que ces questions, aujourd'hui, c'est complètement international, et ça peut venir de n'importe où. Un petit groupe d'individus assez habiles peut complètement perturber le système mondial, et ça, c'est quelque chose de complètement nouveau, qu'on n'a pas encore complètement intégré. Pour la petite histoire, et vous les avez présentés, je vous en remercie, j'avais sorti un livre, L'intelligence artificielle et les chimpanzés du futur. Ce titre m'est inspiré d'une remarque d'un monsieur qui s'appelait, je crois qu'il est encore vivant, Kevin Warwick, un des grands papes de la robotique et de l'intelligence artificielle, et qui avait dit il y a une vingtaine d'années, voire 30 ans je crois, que ceux qui ne comprendront pas l'intelligence artificielle seront les chimpanzés du futur. Alors, il dit ça dans les années 80, on sait qu'on va rentrer dans le second ou troisième, plutôt le second hiver qu'on appelle de l'intelligence artificielle, où il y avait des grandes remises en cause sur les modèles et sur les développements. Mais en l'occurrence, ce monsieur ne connaissait pas les chimpanzés, et je peux vous dire qu'ils sont beaucoup plus doués qu'on imagine. Pour l'instant, on ne les a pas en intelligence artificielle. Mais l'idée, c'était celle-ci, c'est que si on ne prenait pas ce courant de l'intelligence artificielle, alors qu'elle va rentrer dans son second hiver, néanmoins, il y aurait des difficultés par rapport au progrès et à la compétition mondiale. Donc j'avais sorti ce livre en janvier 2019, je lis Jacob, et le livre a eu un succès moyen, parce que d'abord, beaucoup de livres sont sortis autour de l'intelligence artificielle à ce moment-là, donc c'était pas très habile de ma part, de la part de J. Jacob, mais enfin nous étions dans le mouvement. Mais ce qui m'a effaré, c'est que les discussions étaient dans l'événementiel, auprès des entreprises ou ailleurs, avec beaucoup de philosophes, dont un qui vient de nous quitter, qui a beaucoup parlé d'innovation, mais j'ai jamais vu ce qu'il a fait en innovation, c'est que, curieusement, le seul débat, c'était est-ce que les machines vont prendre notre place? Est-ce qu'elles sont plus intelligentes que nous?
ou alors est-ce qu'elles ont des émotions? Bon, on s'en fout. C'est quoi ces débats complètement crétins? C'est comme les débats vis-à-vis de l'homme et de l'animal. Nous sommes encore un des derniers pays où on n'a pas compris que les chimpanzés ont des capacités, ils font de la politique comme nous, ils sont extrêmement habiles. Donc on a un problème d'arrogance par rapport à cela, et qu'en l'occurrence, l'intelligence des machines, oui, il y a une intelligence des machines qui n'est pas celle des humains. Et donc j'ai fait ce livre pour dire, attendez, de quoi on parle quand on parle d'intelligence? Par exemple, si on parle d'intelligence chez nous en France, c'était ça évidemment le biais par rapport à ces interventions un peu prétentieuses, c'était le modèle cartésien. C'est-à-dire que nous avons un module qu'on appelle le cadre cartésien, d'ailleurs, l'expression du philosophe Daniel Dennett, qui dit qu'effectivement, nous avons un module cérébral, Descartes a eu cette idée-là, également, qui en fait gère l'ensemble de nos activités, de notre pensée, de nos actions, etc., et de nos relations sociales. Eh bien, en l'occurrence, évidemment, ce genre d'intelligence, non seulement n'est pas exactement comme cela chez nous, mais il n'est pas dans les machines. Maintenant, si on se met dans le monde anglo-saxon, intelligence, ça veut dire autre chose. Intelligence Service, CIA. L'intelligence, c'est résoudre des problèmes. Et à partir de là, les machines résolvent des problèmes. Donc, elles sont intelligentes. Donc, déjà, il y a des problèmes de sémantique. C'est comme là, le Covid, c'est formidable. On a changé le nom, mais le nom de Dieu, il est toujours pareil, le virus. D'accord? Donc, on a cette attitude chez nous qui consiste à sémantiser sans savoir exactement ce qu'il y a derrière. Et ça, c'est un véritable handicap pour comprendre, évidemment, les immenses enjeux qui sont aujourd'hui en cours par rapport à nous. Alors, j'avais regardé, au début de 2019, mais sur les 3 dernières années, grosso modo, quelles étaient les grandes inquiétudes du monde à venir. Donc, il y a des centres d'études qu'on n'a pas chez nous. On va avoir un commissariat au plan avec quelqu'un qui est très moderne, à mon avis, ça va bouger très vite. Donc, à Cambridge, il y a un centre, évidemment, d'examen des risques du futur, mais il y a aussi d'autres organismes, notamment beaucoup en Angleterre, en l'occurrence, et pas mal aux États-Unis, qui s'interrogent, évidemment, sans parler de transhumanisme, hein, mais en tout cas de ces enjeux des technologies, des changements qui sont en cours, malgré les utopies annoncées. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi les 10 craintes majeures émergentes de ces enquêtes, les 5 premières touchaient l'intelligence artificielle, les robots tueurs. Vous vous souvenez la polémique, enfin la controverse entre Elon Musk, Stephen Hawking d'un côté et Zuckerberg de l'autre, mais il n'y a pas que évidemment. Il y avait aussi un centre sur l'étude du futur. La crise nucléaire ou la crainte nucléaire n'arrivait qu'en 3e ou 4e position, donc un effet générationnel tout à fait évident, mais la situation a changé, je vous l'accorde. L'idée aussi d'un blackout total avec l'énergie, ça aussi ça angoisse beaucoup les gens. Et grosso modo, et aussi évidemment un virus informatique qui évidemment irait faire s'effondrer, en tout cas perturber considérablement tous nos systèmes d'information, nos serveurs, etc. Ce qui est très intéressant, c'est que les 5-6 premiers facteurs d'inquiétude sur l'avenir étaient de l'ordre de la technologie, de ses contrôles, de sa compréhension ou de son non-compréhension. Et puis venait en dernier donc le climat, les problèmes de nature, nourrir l'humanité, et curieusement, rien sur une pandémie possible. Mais rien. L'idée qu'il puisse y avoir une pandémie venant d'un virus ou d'une bactérie n'inquiétait pas du tout les personnes depuis 5 ans, c'était les autres facteurs que l'on vient d'évoquer. En 2019, toujours, mais cette fois-ci en octobre, j'ai sorti ce livre, Sapiens versus Sapiens, pour dire, attention, nous sommes, et vous l'avez évoqué, chère madame, dans une situation qui est extraordinairement propice pour que nous ayons une réelle difficulté. Et nous étions tous des évolutionnistes dans cette inquiétude, pas l'angoisse, mais parce que, même si nous sommes incapables de dire quand ça va émerger, sous quelle forme et à quel endroit, nous avions déjà cette expérience d'Ebola. Vous avez vu d'ailleurs le film de Soderbergh à l'ère Contagion. C'est incroyable. Vous l'avez vu ou revu, non? Je vous conseille de voir ou revoir le film de Soderbergh il y a 5 ou 6 ans, Contagion. Tout y est. Tout y est. Pour les masques, tous ces visages, comment mettre les gens en confinement. Ce film était vraiment annonciateur et d'un point de vue scientifique, il est absolument remarquable. En plus, c'est du Soderbergh, donc c'est forcément du très bon cinéma. Pourquoi? Pourquoi? Parce que d'une part, nous allons, des populations humaines, ont des activités de plus en plus dans des lieux où il y avait très peu d'activités humaines. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que tel que vous êtes là, mes chers amis,
Vous savez, on en parle beaucoup, vous avez un microbiote, c'est-à-dire tous les micro-organismes dans votre corps qui sont sur votre peau et qui résultent d'une très longue évolution et d'acquisition récente en fonction de votre vie. Donc, ce que nous sommes, avec ce qui nous compose, en fait, 80% des cellules qui nous composent ne sont pas à nous. Nous sommes nous-mêmes des écosystèmes. Donc, nous coévoluons, c'est le terme. Nous sommes le fruit de coévolution, aucune espèce n'évolue seule. Et à partir de là, ce qui est très intéressant, c'est que, justement, on s'est retrouvé dans une situation où nous sommes dans un environnement qui n'a jamais été aussi propice. Alors, vous savez qu'il y a des controverses, est-ce que le monde d'avant était bien ou pas bien, etc. Soyons très clairs, par-delà toutes les controverses, on n'a jamais aussi bien vécu sur la Terre depuis 2 millions d'années, depuis que sont apparus les premiers hommes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a du mal-être psychologique, ça ne veut pas dire qu'il y a du mal-être social, ça ne veut pas dire qu'il y a des difficultés, mais en l'occurrence, en termes d'espérance de vie, de santé, je pense à un livre de Pascal Lamy qui s'intitulait Pour une mondialisation heureuse. On a connu une mondialisation heureuse qui s'est arrêtée brutalement cette année, avec ses conséquences. Et de fait, que se passe-t-il avec ces activités? On avait déjà le cas avec Ebola, des personnes qui ont des activités de survie traditionnelles, des chasseurs, des collecteurs, des hommes et des femmes, qui là en l'occurrence c'est à Wuhan, enfin juste à côté, dans cette province de Hubei, et là ils sont allés donc se retrouver avec un virus. Or ce virus, il n'est pas sorti de nulle part. Il existait déjà, ce coronavirus. Mais jusqu'à présent, les populations dites traditionnelles qui continuaient à pratiquer cette forme, vous avez parlé du pangolin, mais l'histoire du pangolin est absolument incroyable, parce qu'il faut savoir que les pangolins, ce sont des mammifères qui ont des écailles, et jusqu'à début janvier 2020, donc de cette année, la sécurité sociale chinoise remboursait les posologies basées sur les écailles de pangolin. C'est fini, donc, je crois. Pardon? C'est fini, je crois. Ah, c'est fini, oui, il va arrêter, parce qu'évidemment, avec ce qui vient de se passer, mais néanmoins, c'est pour vous dire que ça a été la rencontre entre des pharmacopées et des médecines traditionnelles très anciennes, d'un seul coup, qui se sont retrouvées connectées au reste du monde. Wuhan, je crois que c'est 8 millions d'habitants d'un seul coup, et ce qui veut dire que ce virus qui existait déjà là, donc tout ça va être confirmé par les études, tout ça est en cours, mais en l'occurrence, ce virus qui sévissait déjà s'est retrouvé connecté au reste du monde, et vous avez vu les conséquences que ça donnait. Alors pourquoi pas avec Ebola? Ebola, c'est terrible ce que je vais vous dire, mais l'autre chance, c'est qu'il tue rapidement. Ebola, c'est une hémorragie, donc comme vous savez, généralisée, qui est extrêmement violente. Les gens ont tout de suite les symptômes, on les voit, ils meurent rapidement, ils n'ont pas le temps de contaminer. C'est terrifiant, mais c'est notre chance. Par contre, le Covid, c'est exactement l'inverse. Surtout en ce moment, il est en train de muter avec les jeunes, et là c'est pour ça qu'il se diffuse extrêmement vite, c'est que cette saloperie, en fait, vous rend contagieux avant même que vous n'ayez les symptômes. Toutes les problématiques autour du test. Donc en fait, l'avantage d'un virus, c'est de ne pas être trop virulent et d'être assez patient. Je pense que vous parlez aussi avec certaines formes de virus que vous avez dans vos domaines. En fait, il y a différentes stratégies. Pour vous donner l'exemple des stratégies comme ça va vite, on a évoqué dans cette affaire-là, évidemment, la grippe espagnole. 50 à 100 millions de morts quand même, entre 1918 et 1917 exactement, et 1920-1921, grosso modo, pour les derniers cas en Océanie. Quand ce virus est arrivé, c'est une grippe, bien sûr, c'est H1N1, c'est pour ça qu'on a paniqué avec H1N1 il y a quelques années, c'est la famille de H1N1, eh bien, ce virus est arrivé, évidemment, sur le front, où il y avait ces massacres absolument hallucinants. Or, les soldats mouraient rapidement. Et cette condition a fait que, effectivement, là, c'est très intéressant, les virus dont les effets étaient beaucoup plus rapides et violents ont été sélectionnés et avantagés par rapport à ceux qui avaient des effets plus longs. Donc, dans une période de crise comme ces conflits et ces massacres hallucinants qu'il y avait dans les tranchées et sur les fronts de la Somme et évidemment de la Marne, eh bien, les conditions de vie et de survie, surtout très précaires des jeunes hommes, a favorisé les souches virulentes. Par contre, le Covid, comme nous sommes dans une période d'abondance, de sécurité haute, les mutations avantagent évidemment les virus qui, eux, sont moins virulents par rapport aux souches qui sont, elles, beaucoup plus virulentes. Donc voilà quelques exemples, vous voyez, de ce monde complexe des virus. Et il faut savoir que les virus, alors évidemment, on parle beaucoup du professeur Raoult, qui a découvert beaucoup de virus importants, sur le reste, il a complètement déconnecté. Et c'est quand même intéressant, c'est que les virus, c'est un monde qu'on découvre à peine.
faut savoir qu'on en est quasiment qu'au début de la découverte de ces univers absolument hallucinants des virus. Et c'est pour vous dire que la classification des virus que vous avez dans vos domaines, on appelle ça la classification de Baltimore, n'est connue, n'a été mise en place que depuis 10 à 15 ans. Donc tout ça, c'est un monde complètement nouveau qui, évidemment, nous éclate en pleine figure. Alors pourquoi on pouvait s'y attendre? D'abord, je vous l'ai dit, première raison, dans les coins, on n'a jamais coévolué avec les virus et les organismes vivants qui étaient là-dedans. Deuxièmement, quand je pose la question aux personnes, alors je vous la pose et je vais faire la réponse, pardonnez-moi, mais quand je demande qu'est-ce qui fait qu'il y a évolution au changement, évidemment, on a tous ce souvenir de Jurassic Park, et la première idée, c'est des catastrophes naturelles. Bien sûr, c'est arrivé, mais ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas l'essentiel. Le vrai fait important qui nous oblige à nous adapter, c'est la coévolution, justement. Aucune espèce n'évolue seule. Nous coévoluons avec les autres organismes vivants, des plus infimes aux virus, jusqu'aux prédateurs, aux proies, etc. Donc d'abord, nous sommes dans des écosystèmes. Au passage, c'est très intéressant, en 2019, il y avait beaucoup de réflexions dans le World Economic Forum. Il suffit de faire un petit tour sur le Harvard Business School Review, il y a une version française, vous le savez, au The Economist, très intéressant. Depuis un an, on parle de plus en plus d'écosystèmes. Donc, vous allez voir, on va de plus en plus vers les modèles biologiques, et c'est vers ça que je terminerai ma deuxième partie du propos. L'autre chose, quand je parle évidemment des raisons principales qui nous amènent à être confrontés à des problématiques de changement, eh bien ça, personne n'y pense, c'est le succès. Le succès. Et oui. Et ça peut vous surprendre. Parce que quand on a eu du succès, aussi après tout, pourquoi ça ne continuera pas? Eh bien, quand vous avez du succès, vous modifiez les conditions de l'environnement dans lesquelles vous avez eu du succès. Et je suis un baby boomer, c'est pas bon de le répéter, ça veut dire quoi? Que ma génération a connu une évolution comme jamais dans l'histoire de l'humanité. On a multiplié notre espérance de vie, on a augmenté de 25 ans l'espérance de vie. Vous savez qu'actuellement, alors maintenant ça vient de s'arrêter, et à chaque anniversaire, vous ne perdez pas un an, vous gagnez 3 ans d'espérance de vie. Quand même, c'est dingue quand même. On n'a jamais connu ça. Et que par ailleurs, l'espérance de vie, d'éducation, de liberté, de conditions de travail, il y a toujours des choses améliorées, n'a jamais connu ça. Et la population mondiale, depuis que je suis né, a été multipliée par 3. Et a augmenté ses pouvoirs de consommation, d'accès à l'énergie, à l'éducation, au voyage, le tourisme, qui est devenu, comme on l'a vu, un des problèmes majeurs du monde qui vient. Et bien en l'occurrence, ce succès tellement fulgurant, qui était très clair pour un anthropologue évolutionniste, que nous allions être confrontés à un moment ou à un autre à quelque chose de cet ordre-là. Alors Ebola, on n'a pas bien compris, parce qu'évidemment, pour l'instant, qui va se balader en Afrique, il n'y a pas beaucoup de business dans ces coins-là, etc. Donc ça ne touchait pas le monde. Mais l'histoire de la Covid-19, c'est exactement l'histoire d'Ebola, sauf qu'évidemment, je vous l'ai dit, les conditions sont radicalement différentes. Donc voilà. Tout ceci, je ne dirais pas que c'est annoncé, parce qu'en plus de ça, dès que vous dites attention, il faut être vigilant, vous êtes un décliniste, vous êtes un catastrophiste, vous êtes un déclinologue. Non, ce n'est pas la question, c'est d'être réaliste et de se préparer. Or, on ne s'est pas préparé. Quand il y a eu la crise de H1N1, et c'était Madame Bachelot, qui était en vos affaires, comme tous les politiques qui s'en vont, il revient tout le temps, mais elle a beaucoup de talent, c'est moins qu'on puisse dire, avec H1N1, vous vous souvenez, la vaccination, tout le monde a dit tout ça pour ça. Eh bien, elle avait raison. Parce qu'on ne savait pas si cette vacherie allait être aussi grave que sa version de 1918-1921. Alors du coup, on a baissé la garde. On s'est dit tout ça pour ça, on a arrêté de renouveler les masques, on a laissé les agents, à des problèmes de la mondialisation qui n'avaient pas été compris, c'est pour ça qu'on parlait d'écosystème. Évidemment, l'écosystème, ça part toujours des producteurs primaires, ensuite vous montez dans la pyramide. Alors qu'est-ce qu'on a fait avec la mondialisation? Eh bien, on a envoyé toute la base de la pyramide en Chine, alors que déjà la Chine est en train d'exporter dans les pays qui sont périphériques, notamment en Chine. Et de ce fait, on s'est trouvé gros gens comme devant, avec les réactifs, avec les masques, etc. Donc c'est quand même paradoxal de constater, enfin c'est quand même assez choquant, que alors qu'en 2019, on commençait à voir émerger les problèmes, en tout cas la probabilité et l'ensemble des éléments qui allaient dans le même sens, et qu'en même temps, on se disait, attendez, là on est peut-être certainement allé trop loin dans la mondialisation avant la crise. C'était des couvertures de Harvard Business School Review, des couvertures de The Economist. C'est pas Pascal Pic qui l'invente. Tout ça, ça fait 2 ans qu'on en parle. Et d'un seul coup, ce virus, il a une caractéristique, il a frappé partout où ça allait mal. Si vous voulez un exemple de ce qu'est la sélection naturelle, la Covid-19, c'est l'exemple paradigmatique. Il a tapé là où partout les personnes étaient faibles. Les personnes plus âgées, les personnes obèses, les personnes avec comorbidité. Il a frappé là où les sociétés étaient faibles. Les sociétés et l'hôpital n'allaient pas bien, et franchement, vous, si vous êtes des managers,
si vous voulez vous adapter à un monde dans lequel un truc vous tombe en pleine poire, vous ne savez pas comment réagir, regardez ce qui s'est passé dans les hôpitaux. Les brancardiers, les aides-soignantes, les aides-soignants, les infirmiers, les infirmières, les médecins, les administratifs, tous, sans qu'il y ait de directives, ont trouvé des solutions absolument extraordinaires par rapport à ça. Alors moi je déteste le terme, on est parlé déjà ici devant les RH, de ressources humaines. Moi je préfère les ressources des humains. Et cette crise a montré comment, dans des conditions qui étaient quand même difficiles, parce que les hôpitaux n'étaient pas dans de bonnes conditions, comme vous le savez aussi bien que moi, comment ils ont été capables de trouver des solutions. Et c'est pour ça que la deuxième vague va peut-être arriver, mais ça sera moins dramatique, malgré donc le nombre de cas qui se déclarent d'une manière un peu rapide. Donc voilà un bon exemple de ce Covid. Et regardez, aux États-Unis, ils ont un système de santé qui coûte la peau du cul, pardonnez-moi l'expression, et on parle de PIB, c'est hallucinant, mais qui est très mauvais. Et j'ai écrit, parce que vous avez eu l'amabilité d'évoquer les chroniques que je faisais dans Sud-Ouest, que j'ai arrêté cette année, j'avais annoncé déjà au mois de février qu'aux États-Unis et au Brésil, ça allait être une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de 30 à 40 millions de personnes qui n'ont pas accès aux soins, et que de ce fait, les personnes qui sont les plus faibles, les plus démunies, et tout en citant d'ailleurs les travaux d'un prix économique, d'un prix Nobel d'économie, M. Guzziton, qui avait décrit avec sa femme, Clara, que là où vous avez le plus d'inégalités sociales, notamment pour l'accès aux soins, là où vous avez plus de dépression, de désordre psychologique, même chez les plus riches d'ailleurs au passage, pas que chez les plus pauvres, et que globalement ces sociétés sont en difficulté, et lorsqu'il y a un problème, effectivement, elles sont encore plus en difficulté. Et vous avez vu les catastrophes qui sont aux États-Unis, et ce n'est pas terminé. Nous en Europe, on peut critiquer notre modèle, il n'est pas parfait, mais vous savez, c'est une chose absolument extraordinaire, nous avons quand même les meilleures infrastructures du monde. On est peut-être un peu à la bourre sur l'intelligence artificielle, pas par manque de talent, mais de volonté politique. Et derrière cela, ce qui est intéressant, c'est que parce que nous avons un système plus redistributif, plus égalitaire, avec plus d'accès, regardez, alors qu'on a été frappé durement par la Covid-19, nous allons nous en sortir beaucoup mieux. Et vous voyez, l'économie repart mieux qu'on le pensait. Il faut être vigilant, ce n'est pas terminé. Donc, voilà un bon exemple de ce qu'est l'évolution et de l'importance, effectivement, d'avoir des personnes en bonne santé, même si Boris Johnson commence à faire du jogging pour effectivement régler le problème, il a encore du boulot, le pauvre gars. Et on voit qu'il ne faut pas jouer avec l'évolution. Vous avez vu comment l'Angleterre, la Hollande, la Suède, on se sont dit on va jouer sur l'humanité collective. Et moi je suis évolutionniste, on ne joue pas avec la sélection naturelle, c'est hors de question. Et d'ailleurs historiquement, vous ne savez peut-être pas, ce sont des pays qui après la Seconde Guerre mondiale étaient des pays eugénistes. C'est-à-dire qu'ils sélectionnaient les personnes en fonction de leur gène, etc. Donc vous voyez, il y a des traditions culturelles qui sont assez troublantes et qui ont jailli. Alors maintenant, quel rapport entre votre monde et le mien? Eh bien justement, quand j'ai écrit l'intelligence artificielle et les chimpanzés du futur, vous connaissez mieux que moi, donc je vais le rappeler assez rapidement. Vous savez qu'on attribue l'invention du terme dans la fameuse conférence de Dartmouth College en 1956, avec Minsky et McCarthy, mais non. En fait, ça commence en 1943, surtout pour celles qui nous intéressent aujourd'hui, pour le deep learning et machine learning, c'est-à-dire avec la première bio-inspiration, le biomimétisme. On connaît en 1943 comment fonctionne un neurone, c'est-à-dire c'est plusieurs entrées, un traitement central et une sortie. Donc les dendrites, le noyau et l'axone. Donc déjà, c'est bio-inspiré. Et dès le départ, dès les années 50, il y avait deux modèles qui étaient donc en cours. Le modèle de l'approche symbolique ou classique qui va donner des systèmes experts, et l'autre modèle qui va prendre du temps et qui, c'est intéressant, alors on parle de Yann Lequin en France, mais il y en a plusieurs, comme les gens qui est en Angleterre, ou qui est aussi à Toronto, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, ce grand bonhomme. Mais en l'occurrence, la question de la reconnaissance des formes, c'est également bio-inspiré à partir de neurones circonvolutionnaires que nous ouvrons au fond de la rétine. Mais plus que cela, dès les années 70, M. Holland, 74 exactement, il s'est dit il est absolument nécessaire de s'inspirer de la génétique, qui n'était pas du tout les connaissances qu'on avait aujourd'hui encore, bien évidemment. Et là, c'est ce qu'on appelle les algorithmes génétiques, qui sont devenus maintenant la grande famille des algorithmes évolutionnaires qu'on utilise dans le deep learning. Et derrière cela, ensuite, on a continué avec donc les couches, comme dans le cerveau, on a 7 à 8 couches. Alors vous savez, dans le deep learning, il y a beaucoup plus de couches maintenant, mais en l'occurrence, c'est inspiré aussi de ces différentes couches de neurones que nous avons dans le cerveau. Et plus que cela, j'en ai parlé avec Cédric Villani, c'est intéressant parce que le directeur de mission qui est avec lui, M. Schonauer, est un spécialiste absolument extraordinaire, justement, de ces nouveaux algorithmes absolument incroyables qui se développent très très vite.
Mais il y a des gens qui sont très peu connus en France. Alors, vous leverez la main si vous les connaissez, c'est Pierre Pollet et d'autres personnes autour de lui. Ils sont très peu connus, ils sont à Strasbourg, et eux, ils parlent de darwinisme artificiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On m'attribue, si vous allez sur Internet, la paternité d'un concept qui s'appelle l'espace digital darwinien. C'est quoi cette affaire? Alors, je ne crois pas que je sois le père de ce concept. Mais aujourd'hui, il y a des colloques en Chine, aux États-Unis, également au Japon, sur l'espace digital darwinien. C'est quoi cette affaire? D'un seul coup, votre domaine, surtout celui abusivement appelé l'intelligence artificielle moderne, qui en fait a commencé en 1943, mais qui s'est développé évidemment avec les puissances de calcul les plus dédiées aujourd'hui, les algorithmes, vous connaissez ça mieux que moi, mais en l'occurrence, tout ceci a convergé à partir de 2005, 2006, 2007 et surtout éclaté à partir de 2012, mais ce qui est quand même assez passionnant dans tout cela, c'est que nous sommes dans un monde complètement darwinien. Et ça, c'est quelque chose qui pose un problème dans notre culture française d'ingénieurs remarquable, c'est pas la question, et qui est basé sur des modèles cartésiens, des modèles déterministes, des modèles avec des causalités. Or là, les mondes darwiniens, ça n'a rien à voir. Je vous donne un exemple. Il y a maintenant 12 ans, M. Osborne et M. Dorsey ont l'idée, en Californie, de créer une application qui va s'appeler Twitter. Ils décident de créer une application pour des raisons qui sont liées tout simplement à ce qu'on appellera les réseaux sociaux. Envoyer des messages courts aux personnes qu'on aime bien ou qui sont autour de nous. Première chose, ça ne correspond pas à un programme de la NASA, ni un programme du gouvernement américain, ni un gouvernement de la DARPA, ou de l'agence de la DARPA. Ça part d'individus qui disposent de quelque chose que vous avez dans vos mains, pour beaucoup de personnes ici. C'est quand même absolument incroyable. On l'avait déjà vu avec la micro-informatique, mais d'un seul coup, quand Steve Jobs a dit en 2007, en janvier 2007, I'm going to change the world, il ne savait même pas ce qui allait arriver. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que nous mettions entre les mains un outil sur lequel nous allons mettre nos applications et notre créativité. Et donc à partir de là, personne ne pouvait savoir ce qui allait se passer. Même Steve Jobs ne savait pas ce qui allait se passer. Personne ne savait ce qui allait se passer. Et dans l'occurrence, donc c'est allé assez vite. Et pour revenir à Twitter, donc c'était parti d'une bande de copains et de copines, et ils ont lancé Twitter. Et là, c'est un terme hyper important pour vous dans votre domaine, parce que c'est ça aujourd'hui qui est en train de se déployer à une vitesse grand V, ce qu'on appelle le darwinisme artificiel, c'est ce qu'on appelle la contingence. La contingence, ça veut dire quoi? C'est quelque chose émerge sans forcément que ça corresponde à un besoin de l'environnement ou une absolue nécessité. Deuxièmement, si cette application, en l'occurrence, n'est pas utilisée, c'est pas grave. Ça n'a pas coûté cher, on s'est bien marré, on prend copains et copines, ça servira peut-être plus tard. Donc c'est la première acception de contingence, ça ne sert à rien, c'est pas grave, on s'est bien marré, ça reviendra peut-être plus tard. Mais la deuxième acception de contingence, les deux sont liés, c'est que si c'est utilisé, vous ne savez pas ce qui va se passer. Et c'est la sélection naturelle. Et de ce fait, vous pensez bien que ces jeunes hommes et ces jeunes femmes n'avaient pas imaginé les printemps arabes, n'avaient pas imaginé les fake news, n'avaient pas imaginé les logiciels ahurissants qui se sont mis à tourner comme des malades avec la crise financière de 2008, où là, ces logiciels analysaient les opinions des personnes sur Twitter, sur les valeurs de la City, et après, ça s'est complètement emballé, comme vous le savez. Donc, en fait, c'est ça qu'on comprend, c'était parti d'une petite idée qui était celle de faire du social, et d'un seul coup, c'est devenu un phénomène qui aujourd'hui menace la démocratie, comme on le voit avec l'abus qu'ont fait M. Trump, ou les fake news. Et ça, c'était absolument imprévisible. Alors là, on a du mal, parce que dans la culture occidentale, de l'Europe occidentale, qui est une grande culture, c'est indéniable, nous avons du mal à imaginer que puissent émerger des choses sans besoin préalable, sans que ce soit pensé, etc. Et vous entendrez, c'est un problème que j'ai aujourd'hui en France sur ces questions-là, à travers notre enseignement universitaire, c'est qu'en l'occurrence, même si on parle d'écosystème aujourd'hui dans l'économie mondiale, alors l'idée n'est pas récente, hein, mais c'est vraiment une nouvelle approche des écosystèmes, c'est ça qui est important, c'est qu'en définitive, ils nous disent non, les théories de l'évolution ne sont pas applicables dans le champ des technologies parce que, tout simplement, ceci fait que les gènes, ils mutent de manière complètement aléatoire et que même Jack Dorsey, ses petits copains et ses petites copines, ils avaient une intentionnalité. Ok, on peut avoir ces discussions philosophiques, tout en vous indiquant que de toute façon, les gènes ne mutent pas n'importe comment, et il y a l'épigénétique. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les gènes ne mutent pas de manière purement aléatoire. En tout cas, il n'y a qu'une petite partie. Ça, déjà, c'est faux. Et deuxièmement, la question n'est pas quel est le processus d'émergence d'un nouveau caractère.
La question est, à partir du moment où ils ont émergé, quelles sont les conditions d'émergence et qui font qu'ils sont sélectionnés ou pas. Donc, je n'écarte pas le débat, qui est absolument passionnant, ça je vous l'accorde, un vrai débat fondamental sur l'innovation, mais en l'occurrence, et c'est bien ça que nous ont montré cette révolution du smartphone, notamment avec les applications, avec les apps, c'est que ça part de tous les côtés. Et de ce fait, ça pose des problèmes, parce qu'on est vraiment dans des difficultés pour comprendre cet espace digital darwinien. Ça veut dire quoi, espace digital darwinien? Ça veut dire que, comme pour les caractères génétiques et tout ce qui s'ensuit, dans la cascade des organismes, c'est qu'en l'occurrence, vous avez des applications ou des idées qui émergent, qui sont foisonnantes, et certaines sont sélectionnées, d'autres pas. Et ce qui est extrêmement décourageant pour nous, c'est que ce n'est pas forcément les meilleures qui sont prises. Et c'est là que c'est intéressant d'appeler ça les espaces de Baldwin. Et je vais vous surprendre, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est une histoire qui remonte à plus de 100 ans. Nous avions abandonné dans mon domaine les espaces de Baldwin que je vais expliquer. Mais aujourd'hui, ça revient en force en biologie, vous savez, grâce à qui? À DeepMind. Parce qu'aujourd'hui, les processus d'intelligence artificielle et les algorithmes évolutionnaires sont en train de réhabiliter des modèles que nous avions abandonnés, nous, en biologie, notamment avec la génétique et l'épigénétique. Donc, dans deux domaines, après la bioaspiration que j'ai évoquée à travers les neurones, etc., et les algorithmes génétiques, nos deux domaines sont en train de converger complètement et de s'inspirer. Donc, on a dépassé le niveau de l'analogie. On est vraiment dans des processus d'analogie constructive et fonctionnelle qui vont nous intéresser, qui ne sont pas réductibles les uns aux autres. Les gènes ne sont pas dans ce que... Mais néanmoins, nous sommes sur des processus complètement darwiniens, en vrai sens du terme, qui n'est pas la règle plus forte. Alors un jour, j'étais, comment il s'appelle le monsieur, le champion numérique pour la France, c'est un bon copain en plus. Gilles Babinet. Nous étions avec Gilles Babinet, nous remettions les prix de l'innovation en Bretagne. Vous savez, en Bretagne, une belle tradition sur l'informatique, l'électronique, etc. Une très belle région à cet égard. Et là, un jeune start-upper lui dit, écoutez, j'ai un problème, monsieur Babinet et monsieur Pic, j'ai créé une application. Objectivement, c'est la meilleure sur le marché, mais j'ai une difficulté parce que j'ai un concurrent qui a sorti une application qui est nettement moins bonne, mais il prend les parts de marché. Alors là, Babinet me dit, Pascal, tu réponds, ça va, c'est pas ça les collègues, hein. Il n'y a pas tas de choses, c'est pas les collègues. Et là, je dis, oui, dans un monde où vous avez une évaluation des voitures, des technologies, des logiciels, etc., il est absolument illogique, je vous l'accorde, que votre application, j'ai aucune raison de contester qu'elle est la meilleure, que votre application ne soit pas plus privilégiée par le marché. Sauf qu'on n'est plus dans ce monde-là. On est dans un monde de variation-sélection. Et c'est la première application qui est sélectionnée qui structure l'espace des possibles et le marché autour d'elle. Et c'est là que nos problèmes d'attentionnalité et de but heurtent, évidemment. Je n'ai pas dit qu'il faut les abandonner, mais c'est là qu'effectivement nous sommes confrontés à des mondes dans lesquels les logiques évolutionnistes, sélectives, ne fonctionnent pas exactement, ou pas du tout d'ailleurs, comme celles que nous connaissions. Et ces deux mondes aujourd'hui interfèrent. L'ancien monde que nous connaissions, réaliser les meilleures applications possibles par rapport à l'objectif qu'on se fixe, ça continue. Mais néanmoins, ce monde-là, aujourd'hui, est englobé dans un monde plus large, beaucoup plus darwinien, beaucoup plus incertain, qui ne veut pas dire angoissant, mais qui a des logiques qui sont celles du vivant et qui, évidemment, ne sont pas enseignées, sont assez peu connues, parce que je peux vous dire ce que je vous raconte là, même nous, dans le champ des théories de l'évolution, ça ne fait pas 10-15 ans que nous avons compris ce genre de choses. Donc, nos deux domaines évoluent en parallèle. Et de ce fait, il faut comprendre un petit peu ces logiques-là, parce que, attendez, quand la 5G va débouler, là, ça va être une sacrée histoire. À partir du moment où vous avez des appareils connectés, avec des logiciels auto-apprenants, ne serait-ce que nos assistants personnels dans les maisons, enfin ça va vachement vite, je ne sais pas si vous en avez. Alors moi évidemment tout nouveau, tout beau, ah ouais, je vais vous dire, je ne suis pas l'anthropologue, mais je suis diplômé de physique théorique et j'ai fait de l'intelligence artificielle il y a 30 ans. Voilà. Bon, pas celle d'aujourd'hui, hein, je n'ai pas vos compétences, mais sur les concepts, bon, j'arrive à naviguer quand même. Mais néanmoins, ce qui est quand même intéressant, c'est que j'ai une Google Home, je ne vais pas publicité, et là, mes enfants, c'est des pots de vache. Ok Google, dis-moi, ça c'est un de mes fils, dis-moi, est-ce que Pascal Pic est un paléanthropologue connu? La machine répond non, désolé, Pascal Pic n'est pas un paléanthropologue connu. C'est vraiment des salauds quand même. Alors là je me dis, il faut que je me rattrape à la branche, et je dis, ok Google, est-ce que Yves Coppens est un paléanthropologue connu? Et là elle dit, réponse négative. Ça va vachement rassurer, je peux vous dire. Donc tout ça c'est des petits jeux rigolos, mais
tout nouveau, tout beau, et ma femme, au bout d'un moment, s'en agaçait un petit peu, gentiment, et elle dit « Ok Google, tu commences à me bassiner, ferme-la, casse-toi, tu parles plus à mon mari, je veux plus te voir. » Et la machine répond « Ok Christine, ça reconnaît sa web, connaissance web, ok Christine, je prends mes clics et mes claques. » Elle a vu, bien plus tard. Bien. Le lendemain, on se met à dîner, et je parle très bien, je dis « Oui, c'est vrai, t'as raison quand même. Cette machine est quand même vachement personnelle, c'est ok Google. » Et elle m'entend. C'est une sensibilité absolument incroyable. Et je dis merde, vous savez ce qu'elle me répond? Ah Pascal, je suis désolé, c'est pas dans mon vocabulaire. Donc cette machine, que je n'utilise pas de manière très intense, elle a reconnu extrêmement vite ma voix, la voix de mes enfants, même mes petits-enfants, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est capable de faire de l'humour, et donc on n'en est qu'au début. On n'en est qu'au début. Alors quand les objets connectés, parce que vous savez, les chiffres sont astronomiques, hein, c'est des milliards d'objets connectés, entre nos smartphones, la 5G, en attendant les ordinateurs quantiques, parce que ça va débouler plus vite qu'on le pense également. Et tout ce qui se passe, hein, Yann Lequin il l'a dit, hein, quand en 2012 on a eu des résultats extraordinaires sur l'intelligence artificielle, on n'imaginait pas que ça allait éclater aussi vite. Alors évidemment l'évolution, c'est pas ce qu'on appelle les équilibres ponctués. Il y a des périodes qui sont assez lentes, et des périodes où tout éclate et ça repart. Donc Yann Lequin le dit, ou les autres évidemment, ils disent, chez DeepMind, attention, on va peut-être retomber sur un troisième hiver de l'IA, le temps que les choses se stabilisent, se mettent en place, etc. Qu'importe, en tout cas, on a des avancées absolument extraordinaires. Alors de ce fait, pour conclure maintenant, comment mon monde peut aider un petit peu à votre monde, et comment effectivement la biologie a fait pour résister au virus. C'est ça la question. Eh bien, il est peut-être un peu tôt dans la soirée, mais la sexualité, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors évidemment, plus sexe ratio dans la salle, ça va être compliqué, mais très sérieusement, c'est quoi? Il y a eu une polémique entre Frédéric Raoult et moi-même, enfin bon, il n'est pas revenu parce que le pauvre, je n'ai pas été très gentil. Il a sorti un livre en disant l'évolution n'existe pas, Darwin n'existe pas. C'est complètement faux. Alors pourquoi il dit ça? Au départ, le constat est intéressant. Parce que les virus ne connaissent pas des barrières entre espèces. Les virus, c'est leur particularité, ils passent entre les différents organismes à l'horizontale, ils modifient les codes génétiques, c'est exactement ce que vous connaissez pour vous dans vos problématiques sur les virus informatiques. Donc c'est exactement les mêmes processus, même si dans les détails, les mécanismes ne sont pas tout à fait les mêmes, bien évidemment. La chose importante, c'est qu'à partir de là, elle a dit qu'il n'y a pas d'espèce et quoi que ce soit. Et c'est là qu'il s'est complètement trompé. Parce qu'en l'occurrence, dès que sont arrivés les organismes unicellulaires, et ensuite pluricellulaires, c'est notre cas, le vrai enjeu, c'était ce qu'on appelle la course de la reine rouge par rapport au virus. La course de la reine rouge, ça vient de Lewis Carroll, Alice de l'autre côté du miroir, elle est avec la reine de cœur, enfin White Queen, donc la reine rouge, elle court contre les deux, mais le paysage les suit. Alors Alice s'étonne, elle dit, mais Majesté, nous courons, nous avançons, mais nous n'avançons pas. Ah bon, c'est comment dans votre pays? Bien, quand je marche, quand je cours, je déplace par rapport aux maisons, aux arbres, aux rochers. Elle la regarde d'un air très hautain, et lui dit, mais ma fille, sachez une chose, dans ce pays, il faut courir le plus vite possible pour rester à sa place. Et comment fait la vie pour résister au virus? Parce que ça n'arrête pas. Et vous savez bien, avec la grippe, tous les ans, il va falloir se vacciner, c'est la course de la reine rouge avec la grippe. Eh bien, d'abord, la première condition, c'est de faire de la variation. Plus vous avez de diversité, moins un virus ira se diffuser. Plus vous avez des systèmes clonés ou qui sont identiques, plus les virus seront à la fête. Première chose. Deuxièmement, produire de la diversité sans se préoccuper de ce dont à quoi ça peut servir. C'est-à-dire qu'effectivement, vous créez des écosystèmes hétérogènes dans lesquels les virus, évidemment, rencontreront des diversités avec lesquelles ils auront des difficultés. Et la réponse ensuite pour les organismes plus complexes, c'est la sexualité. La sexualité, ça sert à renforcer les caractères, à éliminer les caractères qui ne sont pas bons. Ce qu'on appelle les redondances. D'ailleurs, c'est ce qu'on utilise d'ailleurs dans les méthodes agiles. Dans les méthodes agiles, avec le design thinking, etc., on fait des boucles de réitération, exactement comme en génétique, une fois de plus d'ailleurs au passage. Plus vous avez des gènes qui sont bons, les cellules génétiques, plus ils sont dupliqués. Et donc, par exemple, pourquoi les hommes, en moyenne, vivent moins longtemps que les femmes? Enfin, parce que les femmes ont 2 chromosomes X, et s'il y en a un qui déconne, l'autre compense. Nous, les hommes, on a un chromosome X et un Y, en plus, qui n'est pas très gros, donc ils ne compensent pas trop. Si vous allez chez les oiseaux, c'est l'inverse. Les femelles sont ZW et les mâles WW. Eh bien, chez les oiseaux, comme les femelles sont hétérozygotes, c'est-à-dire qu'elles ont 2 chromosomes différents, elles vivent moins longtemps que les mâles qui vivent longtemps, parce que là, cette fois-ci, ils ont le double. Donc, je ne sais pas si ça peut vous aider, ce que je vous dis là, mais en tout cas, je vous dis très clairement comment ça se fonctionne dans la biologie évolutionniste. C'est qu'en l'occurrence,
Le vrai danger, c'est que l'évolution ne s'arrête jamais. Les virus, ça mute, ça se recombine. Les virus à ARN, surtout il y a aussi à ADN, il y a les macrovirus. Tout ceci, évidemment, est en train d'éclater, non pas qu'il n'était pas là, mais qu'on est en train de découvrir, et que nous découvrons de plus en plus que la sexualité est une réponse, effectivement. Et s'il n'y avait pas eu la sexualité avec des systèmes de redondance, de compensation, dupliquant les bons systèmes génétiques, nous ne serions pas là, et il n'y aurait pas donc les organismes pluridisciplinaires. Donc voilà, la clé pour répondre, alors en espérant que ça puisse être utile dans vos domaines, mais il est très clair que, je résume, nous avons les mêmes problématiques, nous sommes des mondes darwiniens, c'est indéniable, et qu'en l'occurrence, donc les réponses que nous connaissons dans notre domaine sont liées à la diversité, à l'hétérogénéité. Produire de la diversité, pourquoi? Parce que la diversité, c'est une réponse toujours potentielle, sans savoir à quoi ça peut servir. C'est pour ça que nous sommes tous différents les uns des autres, là. Il y a du Covid dans cette pièce, c'est sûr, peut-être pas. J'espère que non. Mais en l'occurrence, le fait que nous soyons tous différents, il est très clair qu'il y aura des hommes et des femmes, quoi qu'il arrive, qui, évidemment, s'en sortiront mieux que les autres par rapport à ça. Mais ça sert à ça, la diversité. Donc c'est quand même difficile, effectivement, dans un domaine qui est celui des vôtres, qui sont des industries, de penser diversité dans des systèmes de plus en plus mondialisés, avec des marchés énormes, etc. Donc là, il y a quelque chose, évidemment, qui est un vrai défi par rapport à cela, mais il est très clair que, vu l'ampleur, parce qu'on n'est qu'au début de ce qui est en train de se passer dans vos domaines comme dans les miens, il est très clair que l'interdisciplinarité peut être un avantage pour, effectivement, que vous, avec vos virus, et nous, avec nos virus, nous puissions peut-être converger, en tout cas avoir des échanges fructueux, ne serait-ce que sur le plan heuristique de la connaissance, et peut-être aussi, je l'espère, sur des applications possibles, des compréhensions, et je me répète, dans les deux sens, comme je vous l'ai dit, donc sur ces enjeux donc, de modèles biologiques. Alors, je n'ai pas dit que c'était les espaces de Baldwin, pardonnez-moi, c'est quoi l'espace de Baldwin? C'est aussi le système qu'on connaît avec les neurones et bien, c'est aussi un des modèles en intelligence artificielle. C'est quoi les modèles et bien? Un monsieur qui s'appelle Hell. Quand vous avez un neurone qui est gentiment excité, il va tendance à exciter ceux qui sont autour. On utilise aussi dans une partie de l'intelligence artificielle. Et les effets de Baldwin, c'est exactement la même chose. C'est exactement ce que je vous disais avec l'histoire avec mon ami Gabillet, et ce monsieur qui ne comprenait pas pourquoi il n'avait pas le succès qu'il méritait. C'est qu'en gros, si vous avez dans une espèce un individu, une femelle, qui a un comportement qui est plus avantageux, d'une part, il va assurer un meilleur succès reproducteur, mais aussi les autres individus vont l'imiter, de se rapprocher par apprentissage ou mimétisme avec le neurone miroir. Donc ça veut dire que dans les modèles de Baldwin, c'est-à-dire qu'une innovation qui est avantageuse va déformer l'espace de possible sur lequel vont se faire les évolutions. Et c'est ça aujourd'hui, évidemment, qui est absolument fascinant, comment adopter ces idées-là, et DeepMind le fait, donc c'est pour vous dire, comme j'ai été absolument surpris de constater cela. Donc en effet, merci pour cette belle invitation, c'est toujours le vrai bonheur de parler de mon domaine, mais surtout, je l'espère, je suis fasciné par nos domaines, en espérant que nous avancerons de plus en plus de manière intellectuelle et cognitive, bien sûr, et de manière stimulante entre vos virus, les miens et nos évolutions. Merci beaucoup, Pascal Pic. C'était vraiment passionnant appliquer la sexualité pour les virus informatiques. Il y a peut-être des réponses aussi là-dessus. Les robots sexuels sont premiers avec l'avenir déjà, hein, mais c'est autre chose. Alors, avant de laisser la parole à la salle, vous avez un micro, donc ne vous inquiétez pas, on va nettoyer le micro, puis vous parlerez avec vos masques. Nous, on s'est permis d'enlever nos masques parce que nous sommes éloignés. Moi, j'aurais plein de questions, parce que bien sûr, c'est passionnant, on a envie de vous entendre des heures. Je voulais vous demander, qu'est-ce que vous pensez du projet Neuralink d'Elon Musk? Puisque bon, on en a beaucoup parlé, notamment la semaine dernière, parce qu'il a fait une conférence de presse. J'ai entendu pour ma part des scientifiques qui, sans appeler à la supercherie, nous disaient mais non, il est en train de reprendre des recherches qui sont déjà avancées, il n'y a rien de révolutionnaire, c'est un coup marketing. Je sais que dans vos précédents ouvrages, j'ai lu que Elon Musk, finalement, vous l'aimez assez bien par rapport à d'autres ténors de la Silicon Valley, mais ce projet-là, donc qui consiste à mettre une puce dans le cerveau qui va pouvoir servir. Là aujourd'hui, il annonce que ce serait pour les malades d'Alzheimer. Après, il parle aussi de mettre une puce dans la moelle épinière pour aider les personnes qui sont handicapées. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet ? Alors, d'une part, c'est pas nouveau, parce que l'université de Montpellier, d'ailleurs, il se trouve que demain je serai à Montpellier. Montpellier, c'est certainement la meilleure université en France et peut-être en Europe sur les théories de l'évolution. Et c'est pas pour rien qu'IBM a installé son centre sur les écosystèmes avec des spécialistes de neurosciences.
Donc vous voyez, tout ceci est déjà là. Et à une époque, sauf qu'il était un peu créationniste, il nous a un petit peu embêté, un monsieur qui s'appelait Rabichand, qui était d'ailleurs le doyen de l'université de Montpellier, il y a déjà 15 ans, avait mis des puces dans la moelle épinière, c'est des paraplégiques, et effectivement ça marchait relativement pas mal, en tout cas c'était des progrès. Donc indéniablement, l'idée n'est pas nouvelle, là ça nous surprend parce que c'est vraiment dans le cerveau, et là on a toujours des appréhensions évidemment, parce que ça touche à profondément ce que nous sommes. Mais en l'occurrence, on va bien sur les maladies donc, de Parkinson, comme vous le savez, hein, grâce à des robots, parce qu'on peut faire ça qu'avec des robots, on peut implanter dans le cerveau, dans les couches profondes, hein, des petites puces qui permettent effectivement d'avoir des gens qui d'un seul coup sont régulés et sont moins parkinsoniens. Donc tout ceci évidemment existe. Alors évidemment Elon Musk, alors d'abord sur le plan personnel, je ne trouve pas que le personnage soit très empathique et sympathique. Mais le type est absolument génial, ça c'est très clair, c'est absolument génial, ça c'est absolument indéniable. La chose étant, c'est qu'il est quand même dans cette mouvance transhumaniste qui est très active en Californie, comme vous savez. Et là, l'idée est de dire que les humains sont arrivés au maximum de leur potentialité dédiée par l'évolution, donc ça me touche, et qu'en l'occurrence, le seul moyen de le dépasser, en espérance de vie, par rapport à la maladie, par rapport à la mort, Laurent Alexandre qui en parle en France, comme vous savez, eh bien, la seule possibilité, donc, c'est d'avoir recours à cette technologie. Curieusement, on ne parle pas des nanotechnologies. Là aussi, ça va beaucoup intervenir, c'est une évidence. Il est très clair que ce que nous promettent les transhumanistes n'arrivera pas. Ça, c'est clair. Mais d'un autre côté, c'est des sources d'innovation absolument extraordinaires. Et vous savez que déjà aujourd'hui, en captant les ondes cérébrales, on peut animer des exosquelettes pour les paraplégiques, etc. On n'est plus du tout dans la science-fiction. Donc soyons très clairs, il y a un effet marketing qui est évident, publicité, parce que Neuralink, ça existe depuis 4 ou 5 ans déjà. Sur les progrès des matériaux, on n'a jamais autant de connaissances en biologie, en sciences cognitives, donc il y aura des avancées absolument extraordinaires. Peut-être pas les promesses qui sont données, mais il est très clair que déjà, sur les rares exemples que j'ai donnés, il y a des véritables progrès objectifs par rapport à ça. Et c'est là que les transhumanistes sont assez amusants, parce que, en définitive, que veulent faire les transhumanistes? Ils veulent simplement faire en sorte que toutes ces avancées extraordinaires qui sont motivées par la médecine, donc réhabiliter l'homme ou la femme qui sont handicapés, et ça, évidemment, c'est la médecine, c'est extraordinaire, il faut que ça continue. Ce qui leur projet, c'est de dire en fait que ce qui se fait dans le cadre de la réhabilitation ou de l'homme réparé ou de la femme réparée puisse se faire pour nous augmenter nos capacités qui sont, les gens en moyenne, assez bien portants, et c'est là que ça pose évidemment des questions d'éthique et des questions de déontologie. Mais néanmoins, très clairement, on n'en est qu'au début, et je crois que ça va aller certainement très très vite. D'accord, bah écoutez, on se reverra dans 10 ans, puis on en j'aurai plus moi, parce que je ne sais pas comment je serai dans 10 ans. C'est bon, on verra les éléments. Vous, je ne m'inquiète pas. Bon, alors, il nous reste à peu près une dizaine de minutes. Est-ce que vous avez des questions pour Pascal Pic? N'hésitez pas, on en profite, on l'a tous les 10 ans avec nous, donc là aussi on en profite. Alors, comme vous êtes masqué, vous pouvez dire de grosses bêtises, personne ne le saura. Ah, ne dites pas que vous n'avez pas de questions. Bon, alors moi je vais continuer. Hein. Votre prochain ouvrage qui va sortir en octobre sera sur les femmes. Vous m'avez dit, quand on a préparé ce débat, en fait, la place des femmes, jusque dans les années 80, il y a eu un rattrapage. Alors, on saute un peu des sujets, mais on va les relier aussi. Ça touche aux technologies, hein, c'est clair. Ça touche aux technologies, puis comme vous le disiez tout à l'heure, on voit dans la salle quand même que le rapport homme-femme n'est pas complètement établi encore quelques années. On m'a dit, quand on a préparé ce débat, jusque dans les années 80, il y a eu un rattrapage professionnel, les hommes et les femmes, et puis il y a eu les nouvelles technologies, et là, les hommes se sont emparés de ces nouvelles technologies, et ce rattrapage, finalement, voilà, il y a de nouveau un décalage aussi bien dans les postes que dans les salaires, dans les fonctions, dans des sociétés comme les nôtres qui sont de plus en plus technodépendantes. Ça pose question, ça interpelle, ça inquiète aussi. Moi, je suis une femme, je suis mère de 2 filles, ici. Donc, c'est quoi l'avenir ? Alors, le titre, c'est « Et l'évolution créa la femme ». Ouais, pas mal, hein. Et j'ai regardé, évidemment, là on est vraiment au cœur de l'anthropologie évolutionniste, hein, d'où viennent ces coercitions sexuelles exercées par les hommes
envers les femmes dans presque toutes les cultures humaines. Il y a beaucoup de différences, mais globalement, il n'y a pas une société humaine dans laquelle il n'y a pas une coercition sexuelle des hommes envers des femmes. Et quand on trouve ça partout, et je prends un témoin d'ailleurs, une annonce solennelle de M. Antonio Guterres, qui est le secrétaire général de l'ONU, qui le 5 avril de cette année, au moment où le confinement se généralisait, a fait cette déclaration en disant qu'il va falloir qu'on soit extrêmement vigilant par rapport aux violences domestiques, notamment envers les femmes. On a aussi parlé des enfants. Donc ça veut dire que ce problème, ces touches au secrétaire général de l'UNESCO, il est universel, et je me suis posé la question d'où ça venait. Alors on a de belles études en France, je pense à une ancienne collègue au Collège de France, Madame Françoise Héritier, donc on a de belles études sur l'histoire des femmes, on a beaucoup de choses, mais globalement les sciences humaines et les sciences historiques ne vont pas au-delà de 6 à 7 000 ans, en reculant dans le temps, évidemment, par rapport à aujourd'hui. Et là, moi, je me suis mis dans une problématique évolutionniste. Ce qui est très intéressant, c'est que la plupart des travaux auxquels je me réfère ne sont pas du tout français, sont anglo-saxons ou germaniques. Et en l'occurrence, j'ai été regarder ce qui se passe chez les espèces les plus proches de nous, comme les chimpanzés, les bonobos, évidemment les macaques, les babouins, etc. Donc ça, vous le découvrirez, c'est un monde absolument fascinant. Mais il se trouve, et ça je suis désolé messieurs, c'est pas la bonne nouvelle, c'est qu'en définitive, en moyenne bien sûr, les sociétés humaines sont les plus violentes vis-à-vis des femelles qui s'appellent les femmes. Ça c'est complètement un constat, c'est complètement dingue. Et ceci se retrouve dans la préhistoire, pas partout, il y a de grandes différences chez les chasseurs-collecteurs, il y a de grandes différences chez les sociétés horticoles, c'est pas lié au système économique, mais d'ailleurs ce qui est intéressant, en relisant ce texte absolument extraordinaire qu'il faut vraiment relire, je n'avais pas lu depuis 15 ans ce texte, de Friedrich Engels, qui s'appelle L'origine de la famille. C'est absolument génial ce texte. Il adopte une problématique comme celle qu'on utilise aujourd'hui, et c'est intéressant, les trois étaient contemporains, ils se connaissaient. Friedrich Engels, Karl Marx et Charles Darwin, dans les années 1860-1870, ils disent la première classe des opprimés, c'est les femmes. Et Karl Marx parle de la défaite fondamentale, c'est-à-dire l'exploitation des femmes. Donc c'est pour vous dire comme ceci est profondément ancré malheureusement dans l'évolution de la ligne humaine. D'ailleurs, vous tapez sur Internet, vous pouvez le faire sur vos smartphones, tapez hominisation hommes et outils, vous verrez que si on parle d'évolution de l'homme, vous n'avez que des images avec des hommes, très peu d'images avec les femmes, notamment avec les outils. Donc ça ne veut pas dire que les femmes sont moins douées pour utiliser les technologies que les hommes en moyenne, mais que globalement, nos cultures ont exercé parmi tous les modes de coercition une coercition sur le contrôle des moyens de production et de reproduction. Ça, c'est très clair. Et globalement, c'est vrai, vous l'avez rappelé, dans les années 80, il y avait un rattrapage entre les carrières des femmes et les carrières des hommes, même s'il y avait encore des décalages. Il se trouve que je suis associé avec la Fondation L'Oréal sur Women in Science, où on regarde effectivement quelles sont les bonnes et les mauvaises pratiques dans le domaine du public et dans le domaine du privé. C'est très intéressant, dans le domaine du public auquel j'appartiens, il y a égalité de statut et de salaire. Par contre, il y a des problèmes d'égalité, égalité de salaire et de rémunération. Par contre, il y a une égalité sur les statuts, les hommes ayant plus de promotion que les femmes. Dans le privé, c'est plutôt, non pas l'inverse, parce qu'il y a encore ce plafond de verre qu'on connaît bien, mais globalement, il y a plus d'inégalité pour les mêmes fonctions sur les salaires, comme vous le savez bien, autour de 17% en France en moyenne. Donc en l'occurrence, c'est ça. Donc on rattrapait dans les années 80, et puis ils sont arrivés, donc, tous ce qu'on appelle les nouvelles technologies, et là évidemment, ce ne sont pas des jeunes hommes, vous en l'occurrence, ou des hommes qui se sont dit, on va se mettre dans les nouvelles technologies, la robotique, l'intelligence artificielle, pour essayer de spolier les femmes. Pas du tout. Il se trouve que les hommes, en moyenne, pour des raisons culturelles, ont plus appétence pour les technologies. Ça commence sur le sapin de Grès, il y a des camions, il y a des poupées, même si c'est de moins en moins. Même Elisabeth Badinter, que je connais fort bien par ailleurs, avait dit, moi j'essaie de faire pareil, mais c'est vrai que les garçons, ils préfèrent les voitures, les petites filles. Bon, ben, il n'empêche que j'ai des petits-enfants, ils jouent aux deux, mais des fois, voilà. Il y a des choses comme cela qui existent et sur lesquelles, évidemment, il faut être attentif, mais qui ne doivent pas être. La différence, ça peut être une source de discrimination. Ce sont les darwiniens, c'est une source d'enrichissement. Chez Darwin, toute différence est une potentialité pour l'innovation. Et donc ce livre-là montre cela, mais pour vous dire quand même le niveau critique auquel nous arrivons, et là, ça ne vient pas de mon domaine, c'est des études auxquelles vous pouvez accéder en ligne, c'est le Global Institute de McKinsey, vous avez des études qui ont été faites extraordinaires depuis 5 ans sur vraiment les meilleurs dossiers que j'ai pu voir pour le monde économique et le monde des entreprises sur le coût de la discrimination, les enjeux de la discrimination, notamment hommes-femmes
dans les entreprises en co-économique, allez sur les sites de McKinsey, c'est gratuit, évidemment, c'est en anglais, mais c'est un travail extraordinaire, un travail de fond absolument fabuleux. Et derrière cela, ils ont estimé le coût de la discrimination. Et c'est là que je voudrais avoir votre attention plus que jusqu'à maintenant. Dans le monde darwinien, toute différence est une potentialité pour l'adaptation face à un facteur inconnu qui nous tombe dessus. Donc, ce qui veut dire, si vous discriminez, vous atteignez, vous spoliez votre adaptabilité parce que vous allez à l'encontre de la diversité de ces potentialités. Et donc, le cabinet McKinsey, vous irez voir si ça vous intéresse, il y a toute une méthodologie absolument remarquable. Ils ont estimé le coût de la discrimination, ce que les Américains appellent the costly business of discrimination. Et là, c'est hallucinant. 10 puissance 15. Ça veut dire qu'à l'échelle mondiale, le coût de la discrimination et du moindre accès des femmes aux technologies, aux professions et au même niveau est un coût pour le PIB mondial de l'ordre de 1 million de milliards de dollars. 1 million de milliards de dollars. C'est astronomique. Vous avez vu le coût du Covid, on est sur des chiffres de centaines de milliards. Donc aujourd'hui, on est sur des ordres de grandeur. Donc c'est pour cette raison que j'ai fait ce livre pour d'abord, première étape, montrer d'où ça vient, pourquoi c'est comme ça, qu'est-ce qui a changé, pourquoi les sociétés sont moins discriminantes que d'autres. Je vais vous donner un exemple. 1 minute, vous allez voir. Pour l'Europe. Vous allez du sud de l'Europe vers le nord de l'Europe. Vous savez que du sud de l'Europe au nord de l'Europe, il y a beaucoup plus d'égalité dans toutes les formes des tâches, même domestiques, entre les hommes et les femmes. D'accord? Eh bien, en fait, il y a 6000 ans, ce sont des peuples qui sont venus du Proche-Orient, des sociétés patriarcales, agricoles, qui sont installés sur le sud de l'Europe, qui ont été vers le nord. 6000 ans avant Jésus-Christ sont arrivés des peuples de chasseurs, d'éleveurs, qui avaient les chevaux, et qui eux, des plaines qui étaient plus égalitaires. Et bien, aujourd'hui encore, les sociétés du sud de l'Europe sont beaucoup plus patriarcales et agricoles, les sociétés du nord sont beaucoup plus égalitaires. Il n'y a jamais eu une femme qui a eu les attributs symboliques du pouvoir au sud de l'Europe, sauf Isabelle la catholique. Dans le nord de l'Europe, vous avez des femmes, des impératrices, des reines, etc. Le sud de l'Europe est l'héritier du droit romain qui est patriarcal. Le nord de l'Europe est héritière du droit germanique. Donc voilà, tout ceci, vous voyez, c'est des choses qui remontent à des millénaires, à des plus longtemps. Et donc, la prochaine étape, je ferai un autre livre cette fois-ci, qui sera consacré effectivement les enjeux pour le monde qui vient, notamment le vôtre, avec les technologies, de la discrimination homme-femme pour l'avenir de l'humanité et bien sûr nos entreprises, l'économie et, ce qui est le plus important dans l'évolution, notre descendance. Merci beaucoup, ça sera encore une autre occasion de vous inviter. Alors, merci beaucoup pour votre intervention, c'était passionnant. Alors vous restez un petit peu avec nous là-haut, donc si vous avez quelques questions, on pourra vous poser. Je vous remercie, Pascal, merci beaucoup. Alors, je vais vous demander de ne pas quitter la salle parce que je vais laisser maintenant la parole à Sophie Guérin. Donc, voilà. La soirée n'est pas encore terminée. Bonsoir. Effectivement, j'avais deux, trois petites choses pas trop longues à vous dire. Déjà, oui, on est super content de vous avoir parmi nous. Que vous soyez présents ici. Que toute l'équipe DG est impatiente aussi de vous retrouver aux assises dans moins d'un mois. On croit, nous, plus que jamais, justement, à l'importance de ces rencontres physiques. On a fait tous beaucoup de digital, mais se retrouver et échanger, qui est la force de nos événements, ça nous paraissait primordial. Les assises se préparent bien, elles sont bien avancées. Il y a 150 partenaires qui seront présents, il y a déjà 900 invités inscrits. Donc tout se passe bien, l'équipe travaille bien sûr d'arrache-pied pour que tout ça se passe dans de bonnes conditions. Entre autres, bien évidemment, la sécurité de votre santé, de celle des équipes, de celle de vos partenaires, de vos invités, bien sûr, elle est primordiale. Donc on a mis en place un dispositif sanitaire qu'on vous a communiqué, on l'a communiqué la semaine dernière, on l'a envoyé aux partenaires, aux invités, il est aussi disponible un peu partout sur vos accès et sur le site des assises. Bien sûr, il faudra que chacun s'engage à respecter cette charte et ces petites contraintes, mais je pense qu'on est tous maintenant presque habitués à ce masque et la vie continue comme ça. Donc Maria va vous dire un petit peu, parce que bien sûr on a adopté aussi le format des assises pour qu'elles puissent se tenir dans de bonnes conditions.
Mais voilà, donc on voulait vous remercier parce qu'on avait eu beaucoup de messages de soutien. Ça nous a fait très plaisir, ça nous a quand même donné de la force dans l'adversité. Et voilà, donc on a hâte de vous retrouver. On est très content de vous avoir avec nous ce soir. Je passe la parole à Maria. Alors Maria, lingettes. Il n'y a pas une boîte avec des lingettes quelque part? Parce que la dernière fois, on n'avait pas nettoyé le micro. Oh là là. On en a entendu parler sur tous les réseaux sociaux. Voilà. Voilà. À toi. À bientôt. Bonsoir tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Maria Yocolon. J'ai rejoint l'équipe il y a un an environ et donc j'étais ravie de joindre l'équipe dans cette année si complexe, mais pleine de richesses. Et avant tout, je voulais vous dire merci parce que tous les échanges qu'on a eu ensemble pendant tous ces mois nous ont vraiment permis de construire un programme des assises riche, varié. Et là, en 2 minutes, je dois vous faire voyager à Monaco et vous présenter les assises de manière rapidos. Alors, les assises, avant tout, démarreront le mercredi 14 octobre. Comme d'habitude, Guillaume Popard, directeur général de l'ANSSI, ouvrira l'événement avec sa conférence d'ouverture. Mais attention, cette année, il y a un changement. Cette conférence se fera à 13h30. Du coup, le forum ouvrira par la suite à 14h. Changement d'horaire. Et ensuite, parlons de santé. C'est important pour tous. Je ne vais pas vous redire le plan sanitaire dans les détails et tout ça. Juste les grandes lignes. Port du masque, sans surprise, obligatoire. Le gel hydroalcoolique sera disponible à plusieurs endroits dans le forum. Et les divers espaces, leur nettoyage sera fortement renforcé cette année. Ensuite, important, les salles des ateliers et des conférences seront comme ici ce soir, vous voyez, réaménagées en siège sur 2 pour les distances sociales. Mais parlons des choses fortes, vraiment les piliers des assises. La convivialité, le networking reste le point fort cette année, même s'il a fallu s'adapter. Et je vais vous expliquer très vite comment s'adapter. Les déjeuners restent comme d'habitude les déjeuners assis. On va juste vous demander de vous préinscrire parce que pour réguler le flux, ce sera plus facile pour nous. Pas grand changement. Les fameuses soirées, vous savez qu'il y a 3 soirées aux assises, mercredi, jeudi, vendredi. Le mercredi et le jeudi, pardon pour la voix, ces soirées se feront en format dîner assis sans placement. Ces dîners se feront au Méridien et au Baie en parallèle. Les membres de chaque société seront ensemble à chaque soirée. Soit un soir vous êtes au Baie, soit un soir vous alternerez. Et vous serez dans votre mail d'inscription, confirmation de l'inscription, vous saurez quel jour vous allez au Baie et quel jour vous allez au Méridien. Le vendredi, comme d'habitude, notre gala se fera du coup au Sporting. C'est un dîner assis avec placement avec vos invités et avec vos partenaires. Cette année, il sera sponsorisé par Saint-Étienne. Maintenant, en réalité, le networking, comme vous le savez, est une partie forte le cercle. Le networking est là déjà ce soir. Ce soir, à l'étage, un dîner assis vous attend. Pour aider le networking, les échanges, nous allons faire un petit jeu. Les invités, vous allez vous asseoir aux places avec des verres rouges. Pourquoi? Parce que comme ça, à côté, vous aurez des partenaires, leurs verres seront transparents. C'est pour alterner, vous mélangez, vous mixez et aider au mieux à passer une très belle soirée. Donc, maintenant j'ai terminé. Je vais vous dire, voilà, ça c'est pour les verres, Voilà, sympathique. Maintenant je vous dis, passez une très belle soirée et hâte de vous retrouver le 14 octobre.